Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Sortie de crise, cette émission qui a pour vocation de réunir et d'interroger les acteurs de l'économie suisse. Aujourd'hui avec nous, Maître Gabriel Sapagnos, avocat spécialisé en droit des sociétés et droit commercial. Bonjour Gabriel. Bonjour Tariq. Donc, Gabriel, tu as une double formation universitaire, juridique et économique. Tu accompagnes des entreprises sur des opérations complexes passant de la vente et l'achat d'entreprises, la conduite de due diligence, les mesures d'assainissement et les autres opérations touchant à la structure du capital, ainsi qu'à la gouvernance d'entreprise. Tu conseilles investisseurs, tant institutionnels que privés, dans des opérations de financement et tu es également actif dans le domaine des restructurations d'entreprises, de fusion-acquisition, du private equity et du venture capital. Merci d'être parmi nous aujourd'hui dans cette Merci à toi. euh, L'ambition vraiment de sortie de crise, c'est d'avoir un partage d'expérience, partage d'informations qui puisse être utile aux différents acteurs de l'économie suisse. C'est un format qui se veut très direct, franc, sans langue de bois. On est toujours dans le décryptage, l'avis et l'opinion. Donc, ça peut être subjectif d'un intervenant à un autre. Et on est tout à fait ouvert, je dirais, aux opinions plurielles. Aujourd'hui, donc, Maître Gabriel Sapagnos avec nous, aujourd'hui pour parler des différentes mesures ou des différentes ressources que peuvent utiliser, je dirais, ou trouver les entrepreneurs et les dirigeants. Également avoir un avis, une opinion concernant la suite je dirais, l'avenir, la suite donc, des opérations pour les différentes entreprises. Donc, on va parler de plusieurs sujets. Ils sont au nombre de trois. L'opinion de Gabriel sur la situation actuelle et les réactions du marché qui ont été enregistrées. La vision d'avenir post-confinement et les conseils pour les entrepreneurs et dirigeants. Ça revient sur, en gros, des thématiques qui sont au centre aujourd'hui de la discussion. On a plusieurs séries de questions à te poser, Gabriel. Notamment, le premier, c'est est-ce que les professions juridiques comme la tienne, ont été impactées comme les autres, je dirais les autres entreprises. J'imagine que par domaine d'activité, ça doit fluctuer. Est-ce que tu peux nous apporter un tout petit peu plus de précision sur le sujet? Oui, bah, effectivement, en fonction du domaine d'activité, notamment le domaine des transactions, tout ce qui est M&A, notamment transactions internationales, ben, on a constaté qu'il y a beaucoup de transactions qui ont été avortées ou simplement remises à, on espère, un petit peu plus tard dans l'année. Donc le M&A, effectivement, a beaucoup souffre beaucoup de cette crise du Covid. Bon, ça s'explique par le fait que simplement, ben, les gens, pour négocier, aiment bien se rencontrer, doivent voyager. Le voyage n'est plus possible et donc, finalement, les négociations prennent du plomb dans l'aile et les transactions n'avancent plus. Dans certains cas, les valorisations des entreprises ont été revues à la baisse et les acheteurs ne sont, dans certains cas, plus du tout intéressés d'acheter. Euh, donc ça, c'est surtout valable pour les transactions internationales. Au niveau local, ce qu'on a constaté, donc les plus petites transactions, celles-ci, elles continuent. Donc il y a toujours un appétit d'achat. Les banques de la région sont toujours prêtes à financer. Et donc ça, je trouve qu'en tout cas, pour les petits entrepreneurs et pour nous, c'est un signal que les gens sont confiants en l'avenir et que le business va certainement et va continuer. Alors justement, sur ce point, concernant un peu le contexte, est-ce que tu peux nous apporter un tout petit peu plus de précision également sur l'état des lieux, ce que tu enregistres vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce qu'on sait qu'il y a eu un gros, une grosse action de la part du Conseil fédéral, notamment sur la capacité d'accès à des prêts, à des taux, je dirais, à des taux zéro garantie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu pourrais nous donner un tout petit peu plus de précision sur ce sujet? Bah, effectivement, la Confédération vient en aide aux entrepreneurs avec des prêts très intéressants garantis par la Confédération.
Bon, alors c'est clair que c'est des mesures, entre guillemets, palliatives, hein. Il faudra un jour les rembourser, c'est vrai. Je pense pour des grandes industries, et je n'y vois pas forcément de problème. Par contre, pour certains de nos clients, notamment les startups qui sont déjà fortement endettés, c'est pas une évidence que ces prêts pourront être remboursés très facilement. Euh, et donc là, finalement, comme je le dis, c'est une mesure qui est prête à apparaître l'immédiat, l'urgence immédiate, mais est-ce que c'est une mesure long terme? Sur le long terme, ces entreprises, ces startups, elles devront un jour gagner de l'argent, avoir des liquidités et pouvoir rembourser. Et puis ça, personne n'a la réponse aujourd'hui. Pour trouver des soins, un remède sur ce Covid. Et donc, c'est en quelque sorte le serpent qui se mange la queue. Ces entrepreneurs, ces startups, notamment dans le même médical, n'ont pas forcément les fonds euh, pour, euh, pour réinvestir et trouver finalement un remède qui serait bénéfique à toute la population. Alors, comment est-ce que ces entreprises, je dirais, anticipent un peu, se projettent dans l'avenir? Est-ce que tu as des clients ou même une analyse concernant un peu ces acteurs peut-être de petite et moyenne taille euh, par rapport à… Bon, effectivement, hors start-up, les entreprises, les PME locales, effectivement, elles font très attention à la dépense, hein. Euh, et ça, on y est directement impacté, hein, les avocats, parce qu'effectivement, pour certains clients, toutes les questions juridiques, hein, on fait beaucoup aussi de gouvernance, de questions du day-to-day business, d'accompagnement avec les entreprises. Et effectivement, on remarque qu'ils n'ont plus forcément les fonds, ils priorisent leurs dépenses, et notamment les dépenses d'avocats n'est plus une priorité pour eux. Donc effectivement, moi, ça m'indique, c'est tout à fait simple, que les PME, ben, elles font très attention et effectivement, je réinvente rien et je fais aucun pronostic très engagé en disant que les PME sauvegardent et font très attention à leur liquidité et ne dépensent pas d'argent. Justement, l'ensemble des différents entrepreneurs qu'on a pu interroger dans cette émission ou même parmi les différents réseaux existants en Suisse romande, on a tout de suite une coupe des charges qui ne sont pas directement utiles, donc des charges qui peuvent être secondaires. Il y a aussi une réorganisation des équipes. Il y a cette possibilité aussi de faire appel au chômage partiel ou au chômage technique. Dans certains cas, il y a également ce dernier levier, je dirais, d'endettement, de lever de la dette pour pouvoir se financer ou du moins financer ses coûts opérationnels. Est-ce qu'il existe d'autres types de solutions qui sortent du cadre qui a été énoncé il y a quelques… Bon, il y a d'autres solutions financières et juridiques. On avait un cas, pas plus tard que ce matin, vraiment une entreprise locale. On va prendre des mesures d'assainissement. On parle notamment d'un coût d'accordéon. On augmente le capital action pour éponger les pertes. Et puis, il y a des mesures qui touchent effectivement les individus, les personnes. Et pas plus tard donc, que ce matin, on a des questions qui se posent pour des questions de licenciement collectif. Parce qu'effectivement, pour certains entrepreneurs, et notamment l'industrie horlogère, ben, les coupes de personnel, c'est malheureusement, et c'est très triste à dire, mais c'est aussi les postes, les plus grands postes de charge. Et donc, les questions se posent à vraiment des licenciements qu'on appelle licenciements collectifs. Donc, c'est un certain nombre d'employés qui sont simultanément licenciés. Et donc ça, effectivement, c'est aussi des mesures qui sont prises, des mesures en guillemets d'assainissement et qui touchent le personnel et tout le tissu social, hein. Concernant ces sujets-là, j'aimerais simplement essayer de revenir sur la notion de cas de force majeure. On l'a vu par exemple avec à Baselworld, finalement, avec Rolex, qui a décidé avec certains autres horlogers de se réinstaller à Genève. Comment est-ce que ça se passe? Beaucoup d'études ont été approchées par des clients pour savoir quel était le concept de force majeure. En droit suisse, vraiment, la force majeure,
il faut que ce soit vraiment ce qu'on appelle une impossibilité objective, c'est-à-dire en tant que tel, le Covid, c'est pas forcément un cas de force majeure, hein. Il faut vraiment qu'il y ait une impossibilité objective, hein, qui permette de ne pas, qui empêche de réaliser l'obligation. Alors, qu'est-ce que pourrait être une impossibilité objective entraînée, liée par le Covid? Ce serait par exemple que l'État, voilà, dans certains cas, interdise de faire certains actes. Et que ces actes, par exemple la liberté de regroupement, de réunion, empêchent, par hypothèse, et c'est un exemple, de réaliser une prestation. Donc, la réponse est que, en principe, le Covid peut constituer un cas de force majeure, mais euh, on peut pas se dispenser de faire l'analyse au cas par cas de l'impact du Covid sur le contrat. De ce que je comprends bien, c'est les conséquences dans certains cas du Covid sont considérées comme des forces majeures, mais le Covid en tant que tel n'est pas considéré comme un cas de force majeure. Voilà, alors c'est tout ce qu'on appelle le lien en réalité de causalité. Est-ce que la maladie en tant que telle et les mesures qui ont été prises par exemple par l'État vont objectivement rendre la prestation impossible? Euh, et dans plein de domaines d'activité, eh ben, ça rend certes plus difficile la réalisation de la prestation, de l'obligation, mais elle reste possible par d'autres moyens. Et dans quel cas, le Covid n'est pas un cas de force majeure puisque l'entrepreneur ou le prestataire est quand même en mesure de réaliser sa prestation et de remplir ses obligations. D'accord. Et dans le cas justement d'un Baselworld, pour essayer d'être peut-être un tout petit peu plus précis concernant cet événement, euh, voilà, Rolex et d'autres horlogers ont décidé de revenir à Genève. Euh, bon, historiquement, il y a eu aussi d'autres horlogers, notamment le groupe Swatch, qui avait décidé plusieurs temps auparavant et avant le Covid, euh, euh, de ne plus participer à cette foire, à cet événement. Euh, Concernant justement je dirais, cette décision, elle impacte aussi tout un tissu économique, que ce soit des entreprises de taille moyenne ou de petite taille, de sécurité, les différents hôteliers, etc. Finalement, comment est-ce que ça se passe une telle décision? Est-ce qu'elle peut être rattachée au Covid ou est-ce qu'elle n'est pas du tout rattachée au Covid? Oui, bon, c'est une question. Faudrait analyser les contrats, hein, effectivement, pour les hôteliers, pour la mise à disposition des stands, et quel type de clause est prévu. C'est vite vu, hein, peu de gens, et c'est malheureux, mais peu de gens avaient prévu dans les contrats cette question du Covid et avaient permis la possibilité de résilier le contrat spécifiquement pour le Covid. Alors après, c'est une question d'interprétation et c'est aussi surtout une question de négociation commerciale si le contrat ne prévoit rien. Mais effectivement, le premier réflexe qu'on peut donner à des exposants, c'est de regarder leur contrat et de faire l'analyse euh, et puis de trouver après une possibilité de sortir qui permette voilà, une sortie progressive peut-être du contrat ou certaines indemnités. Mais je pense que c'est important en tout cas de réinstaurer le dialogue et puis de s'envoyer des lettres d'avocat comme certains clients le demandaient agressif, c'est pas forcément la bonne solution. Alors justement, on connaît en matière de droit du bail pour les locaux professionnels et les oppositions qui existent entre les défendeurs des bails et des locataires concernant les incidences des mesures prises pour interdire l'ouverture de certains commerces. Qu'en est-il en matière de droit commercial? Qui est responsable de quoi? Bon, alors, encore une fois, ça se rattache à la discussion qu'on a avant sur le thème précédent. Tout dépend du contrat. Euh, si l'impossibilité est objective, ben, personne n'est tenu de faire son obligation et puis le contrat, en guillemets, est suspendu. Mhm. Euh, Après, effectivement, c'est vraiment au cas par cas. Est-ce qu'on parle d'un contrat de durée, d'un contrat successif, de prestations successives? C'est très difficile de, de, de donner une réponse générale. Je pense que la seule réponse générale qu'on peut donner, et je pense que tous les juristes l'ont donné, c'est examiner le contrat au cas par cas. Mais le réflexe de dire je résilie euh, ou je suspends mes obligations, mes prestations parce qu'il y a le Covid, ce n'est pas un bon réflexe.
parce que le Covid en tant que tel ne pourrait pas être considéré forcément comme un cas d'impossibilité objective. Dans quel cas, Mais dans quel cas c'est à... c'est assez intéressant justement de le comprendre vraiment que le Covid finalement, enfin, quelque part tout le monde subit, n'est pas forcément un cas de force majeure objectif. Je pense que c'est intéressant et tu as apporté quelques précisions, notamment sur le fait que la maladie entraîne des conséquences et ces conséquences peuvent justement être un cas de force majeure objectif. Mais je pense que Oui, dans la psyché collective, on a tendance à se dire, mais finalement, tout le monde est impacté, donc finalement, c'est un cas de force majeure objectif. oui. Merci pour toutes ces précisions. Il y a une question également concernant la vie des entreprises, celles qui sont beaucoup plus en difficulté, probablement l'accroissement des mises en faillite ou le besoin d'assainissement. Généralement, on a tendance à, quand on a je dirais une trop grosse dette, je dirais, et qu'on est surendetté, on doit aller euh, saisir le juge. Là encore, dans un cas comme celui qui est le nôtre aujourd'hui, comment gèrent les tribunaux, comment gèrent les juges? Est-ce que les flux, je dirais, de dossiers sont toujours constants et puis on arrive toujours à pouvoir les traiter comme avant? Ou est-ce qu'il y a une prolifération des différentes mises en faillite et puis à ce moment-là, il y a un engorgement justement des tribunaux? Oui, bah là, comme tu le sais, la Confédération, elle a donné un peu de souplesse en matière de surendettement et l'avertissement qui doit être le fait d'avertir le juge. Donc, il y a un délai supplémentaire qui est donné à certaines sociétés sous certaines conditions. On ne va pas rentrer dans les détails. Là, ça peut être relativement compliqué. Mais effectivement, autant comme on le disait au début de notre entretien, c'est vrai qu'il y a certaines mesures et on est dans vraiment une sorte de bulle qui a été créée, une bulle législative qui a été créée pour pallier pour le moment à ce Covid. Et donc pour le moment, moi, j'ai pas de chiffres officiels, mais parmi nos clients, entrepreneurs, entreprises de taille moyenne, pour le moment, on n'a pas été encore beaucoup approché pour des questions de faillite immédiate, hein, parce qu'il y a justement cet assouplissement hein, aussi qui a été donné sur la loi fédérale poursuite et faillite et les ordonnances Covid promulguées par la Confédération. Donc là, il y a un peu de souplesse qui a été donnée par la Confédération. Par contre, effectivement, les sociétés qui allaient déjà mal fin 2019, ben, effectivement, le Covid, il s'accélère. Alors, le lien de causalité, ben, je dirais que ces sociétés, elles allaient déjà mal. Donc, voilà, le Covid, il a juste accéléré les choses. En tout cas, dans mon activité, et on a des entrepreneurs hein, qui étaient un peu short en matière de liquidité. Pour l'instant, grâce à ces prêts notamment hein, et les suspensions de délai permettent de voir venir. Mais comme on le disait, là, ça ne les dispense pas. Après le Covid, ces mesures elles vont être levées, il faudra retravailler. Hein. Il faudra. Justement, quelle est ton opinion, du moins ton avis sur une projection future post-Covid? Ben, à mon avis, ça va faire le tri. Hein. C'est-à-dire que les entreprises qui étaient des startups, notamment dans le domaine médical, qui avaient vraiment un projet, qui avaient vraiment un produit qui intéresse, qui peut donner sur quelque chose, elles vont continuer, elles vont susciter l'intérêt. Donc les financiers, les financements, ils vont obtenir ces financements. Par contre, les produits qui sont moins intéressants, qui sont peut-être les produits non médicaux, hein, toute l'activité entrepreneuriale non médicale, qui sont moins essentielles aussi à la santé publique. Il y aura peut-être moins de fonds qui seront alloués à ces entreprises, à ces startups, qui vont être plus dirigés vers des startups qui vont peut-être répondre à un besoin sanitaire dans le futur. Et là, c'est très difficile hein, aussi notre perspective. C'est un événement tellement nouveau que c'est très difficile de se projeter. Donc, si je devais faire un pari, ce serait celui-ci, que vraiment l'allocation des ressources va changer. On va parier sur des entrepreneurs, des startups médicales qui ont les reins solides,
déjà et qui ont vraiment un produit qui pourra résoudre des problèmes sanitaires auxquels on va faire très probablement faire face dans les prochains mois et prochaines années. Mais Euh, après, c'est les pronostics, je pense qu'il y a un pronostic par personne. Mais donc, si je devais donner ce pronostic en tant que Très bien. juriste, ouais. Merci beaucoup. Peut-être dernier point, est-ce que tu as des conseils à transmettre à des entrepreneurs, des dirigeants, que ce soit des ressources en termes d'information, qui peut être autant des sites internet que d'autres types de ressources, ou est-ce que tu as des outils, des éléments qui pourraient justement aider un peu dans leur quotidien les Oui, entrepreneurs? alors effectivement, l'Office fédéral de la justice fait un très bon travail avec une mise à jour quasi quotidienne de leur site internet, avec les nouvelles ordonnances, des explications très bien faites. Euh, beaucoup d'entrepreneurs, comme je les disais au début de notre entretien, font passer certaines fois les frais juridiques en dernier, mais je pense que c'est toujours bien de se faire accompagner. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des longs emails, mais peut-être d'avoir régulièrement un entretien avec l'avocat ou le juriste d'entreprise. C'est important pour savoir ce qu'on peut faire et ne peut pas faire. J'ai eu des clients qui étaient vraiment euh, très déçus de certaines mesures de la Confédération et me demandaient, par exemple, s'ils pouvaient suspendre le paiement des cotisations sociales. Alors, il y a des choses, bien évidemment, qu'on ne peut pas faire, comme celle-ci, mais c'est important de rester dans le cadre légal. Mhm. Donc, et nous, d'un point de vue juridique, ça nous amène aussi à repenser un peu notre métier. Les conseils se font, ce qu'on peut dire, des conseils un peu minutes, où on conseille l'entrepreneur vraiment d'une manière très rapide, au téléphone, et les avis juridiques sont donnés vraiment à la minute où la décision doit être rapidement prise. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est relativement nouveau, hein, quand on fait face à une situation d'urgence. Et pour les avocats de notre génération, en tout cas, ben, on est effectivement assez bien armé pour répondre très rapidement à des, à des, à des demandes juridiques et aussi dans le respect des coûts, quoi. Parce que c'est très important aussi d'être solidaire, j'imagine, avec les entrepreneurs et puis qu'on est tous guillemets, dans la même barque, hein. Mhm. Et puis ça va aussi de la survie de nos clients et aussi de la survie de toute l'industrie des services auxquels on fait partie, hein. Très bien, merci beaucoup Gabriel pour le partage de ton avis, ton opinion et je dirais ces éléments un peu plus techniques que tu as partagés avec nous. Euh, Toujours très intéressant et très enrichissant. Donc merci beaucoup pour ta participation à cette émission. Merci à toi.